Fabienne Goubediment. J'ai le plaisir de venir vous emmener en voyage. Un voyage dans le temps, bien évidemment, et un voyage surtout le long du fleuve Temps. Vous allez voir que ce n'est peut-être pas tant un fleuve que cela, mais dans un premier temps, commençons par l'imaginer comme tel. À la source de ce fleuve, nous avons bien évidemment le passé. À l'aval, le futur. Jusque-là, tout le monde s'entend à peu près sur ce approche. Là où ça commence à changer, c'est que nombre de nos philosophes, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur cette question du temps, eh bien, ont commencé à nous dire, mais attention, ce fleuve, finalement, c'est pas un fleuve. Parce qu'il y a deux choses. Il y a un temps que nous appelons le temps mouvement. Le mouvement, vous savez, c'est cette suite de séquences dont nous avons parlé jusqu'à présent et qui sont magnifiquement rythmées par nos deux comptoirs. Et puis nous avons un autre temps. Ce temps-là, ce n'est plus le temps de la mesure, ce n'est plus le temps contenant, mais c'est le temps contenu. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce temps. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ce temps, vous l'avez compris, c'est aussi subjectif que la mesure du temps peut être objective. Nous nous sommes entendus à l'échelle de la planète, dans un premier temps, de l'univers peut-être plus tard, mais pour pouvoir cadencer ce temps, pour pouvoir tous nous accorder sur ce temps, en dépit de cette terre ronde qui fait que nous changeons parfois de fuseau horaire. Mais dans nos têtes, c'est beaucoup plus compliqué. Vous le savez tous, lorsque vous traversez un épisode difficile de votre vie, un événement fâcheux, le temps semble s'allonger démesurément. Et si durant exactement le même espace de temps, vous vivez un événement extrêmement heureux, de merveilleuses vacances sur la vie, et bien d'un seul coup, ce temps-là devient tellement court. D'où ces retours de vacances, comment c'était trop court. Toujours. Et bien ce temps-là, c'est ce que nous appelons le temps duré. Si je reprends l'image de mon fleuve, le temps mouvement, c'est le défilement de ce fleuve le long de ses quais. Le temps duré, c'est l'eau. C'est la qualité de cette eau, c'est son rythme, c'est son mouvement, c'est tout ce qui la compose. Eh bien, nous, prospectivistes, notre métier, c'est de travailler sur les deux en même temps. Nous travaillons à la fois sur le temps mouvement et sur ce temps duré, qui est sans doute le temps le plus difficile à percevoir, puisque c'est réellement le temps subjectif. Alors pour nous, le futur se présente un petit peu comme ce que vous avez sous les yeux, à savoir, tout en haut, là-haut, vers l'avant, pardon, vous avez le passé, le fleuve du passé, tout ce qui vient derrière nous. Nous, notre travail, nous qui sommes situés ici à la hauteur du présent, c'est d'essayer de deviner ce qui se passe devant nous, c'est-à-dire toute cette partie-là. Alors quand je dis deviner, puisque nous avons commencé avec les anglicismes, je dirais un educated guess, c'est-à-dire quelque chose d'assez élaboré. C'est vrai que nous brassons nombre de données, nous brassons un certain nombre d'éléments et d'événements, vous allez le voir, qui nous permettent d'essayer de voir ce qui va se passer de nous. Alors bien sûr, c'est juste impossible de dire ce qui va réellement se passer. Ce que nous pouvons dire, c'est quels sont ces multiples bras qui vont vers le futur. Certains de ces bras vont devenir le cours réel du temps dans l'avenir, proche, moyen, long terme, voire très long terme. Et là, nous sommes sur des siècles. Mais aussi de mettre à jour, vous voyez ici peut-être un tout petit bout de fleuve qui essaie de percer, et bien de mettre à jour ce qui est caché, parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas connu. Vous le savez, nous avons tous des médias. Les médias sont les filtres de nos lunettes mentales. Nous observons le monde à travers leurs yeux, à travers ces informations qui nous sont remontées. Alors les médias, mais aussi les organismes d'analyse des données, comme l'INSEE par exemple. Si l'INSEE ne nous fournit pas de données, eh bien l'événement est caché, on sait qu'il est là, mais nous n'avons pas de données pour le mesurer.
Donc notre travail, ça va être d'essayer de voir ces cours futurs que pourrait prendre le temps, que pourrait emprunter le temps, mais aussi de mesurer le substrat. Alors le substrat, c'est cette espèce de grande zone grise que vous voyez, une espèce de limon, littéralement, qui est constitué de tout ce que nous sommes en train d'apporter. Si je prends le cas du limon aujourd'hui, eh bien, quels sont les éléments avec lesquels vous êtes quasiment sûr que nous allons vivre dans les 20 prochaines années? Ne soyez pas timide. Téléphone. Pardon? Téléphone. Ah, le téléphone, il y a de fortes chances, oui, quoi d'autre? L'information instantanée. L'information instantanée, oui. Mode de transport. Mode de transport, mobilité, la digitalisation, la transformation digitale peu à peu de toutes nos activités, mais aussi le changement climatique, mais aussi nos ressources qui se dégradent considérablement. Voilà, un certain nombre de choses, nous sommes à peu près sûrs pour les 20 ou 30 prochaines années. Au-delà, bien au-delà, c'est la grande mer bleue que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la mer des futurs possibles. Tout ce qui nous paraît possible. Et parmi ceux-là, eh bien, nous allons chercher les plus souhaitables, parce que nous sommes des êtres humains, et que les êtres humains ont un minimum d'éthique, de déontologie, d'envie de progresser ensemble. Et donc cette question de désirabilité, de souhaitabilité de nos avenirs est une question qui se pose très très longtemps. Alors vous voyez bien que dans cet univers-là, eh bien, nous devons être supportés par une structure de notre pensée qui soit assez forte, parce que nous sommes littéralement dans des sables mouvants. La structure de notre pensée, vous le voyez ici, une grande partie c'est l'histoire. J'ai presque envie de dire qu'un prospectiviste, ce sera un historien à l'envers. Au lieu de regarder le passé pour faire l'histoire, nous essayons de regarder l'avenir pour anticiper ce que pourrait être cette histoire. Nous étudions les faits historiques, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans les manuels, mais aussi les faits réels qui sont arrivés et qui ne sont pas venus jusqu'à nous aujourd'hui. Je prends par exemple, puisqu'on a parlé de la Franche-Comté, eh bien, qui d'entre vous sait qu'il y a eu un génocide massif en Franche-Comté au cours de l'histoire de France? Pas beaucoup de doigts? Non? La guerre de 10 ans, ça ne vous dit rien? Eh bien, il y a eu une grande guerre de 10 ans qui a exterminé plus de 60% de la population de Franche-Comté à la fin du XVIe siècle. Donc, vous voyez, dans notre histoire, nous avons ces fameux faits historiques qui sont relatés par nos manuels d'histoire, et puis nous avons des faits réels qui sont occultés et dont notre travail va être d'essayer de les mettre à jour. Notre job, si j'ose dire, est in fine de pouvoir reconstruire le film de l'évolution. Vous savez comment est fabriqué un film traditionnellement, c'est un ensemble d'images fixes qui sont mises ensemble et qui, à une certaine vitesse, vous donnent cette illusion de la dynamique. Et nous faisons exactement la même chose. Nous prenons des snapshots, si j'ose dire, à des moments particuliers de l'histoire, et puis nous essayons, avec tous les éléments que nous avons, bien de retracer le fil, de retracer l'évolution. Notre job, c'est de comprendre non seulement les évolutions, j'ai presque envie de dire au fil de l'eau, ça c'est relativement facile, mais surtout, c'est de comprendre les transformations qui ont eu lieu. Pourquoi elles ont eu lieu? Comment? Qu'est-ce qu'elles ont produit? Est-ce qu'il y a des lois sociales, entre guillemets, qui seraient naturelles, des lois qui guident l'évolution? Est-ce que si nous faisons ceci pour préparer le futur, nous obtiendrons forcément cela? Est-ce que les mécanismes de cause à effet jouent toujours à plein leur rôle? Ce sont toutes ces questions que nous abordons, ainsi que une partie assez difficile de ce métier, qui est de détecter les déchirures dans la trame du temps. Vous avez tous sans doute quelques adolescents au jean quelque peu tailladés. Eh bien, nous sommes exactement dans la même logique. Imaginez le temps comme un jean, et à un moment donné, voilà, il y a une coupure, il y a des fils, et là on ne sait plus très bien ce qui va se passer, on ne sait pas si la déchirure va continuer de s'agrandir, on ne sait pas si naturellement elle va se refermer, est-ce que nous devons agir dessus, est-ce que nous ne devons pas? Ce sont toutes ces questions que nous essayons de traiter. En réalité, tout ce que nous cherchons à faire, ce sont de comprendre quels sont les courants qui sont à l'œuvre. Dans une rivière, vous avez toujours des courants. Et ces courants, ils dépendent, la plupart du temps, non pas de la surface de la rivière,
mais bien au contraire du fond de la rivière, de ce qui pourrait encombrer cette rivière. Vous voyez bien que quand vous avez des pierres dans une rivière, ou simplement un tombant dans son lit, eh bien l'eau se précipite d'une manière différente. C'est ce que nous appelons les structures. L'ensemble de notre société humaine, où que ce soit sur la planète, est composé exactement des mêmes types de grandes structures. Le pouvoir, la gouvernance, la force, la famille, la cohésion sociale, un grand nombre de structures, la démographie par exemple. Et donc, nous essayons de comprendre comment ces structurants ont évolué dans le temps et donc comment ils vont évoluer dans l'avenir. Tout ce qui est de l'ordre des petites vaguelettes qu'il pourrait y avoir en surface de notre fleuve ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre métier, c'est plus le métier du marketing, c'est le métier de ce qu'on appelle les transporteurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'identifier si demain vous aurez envie de porter du rose, du noir, du jaune, ou quel type de vêtements seront à la mode, etc. Tout ce qui est de l'ordre des consommateurs ressort de ces vaguelettes, et nous ne sommes pas outillés, nous ne sommes pas armés pour faire ce travail. Notre travail est plus un travail de compréhension en profondeur de ces grands mécanismes du temps qui permettent de dire, bien, à 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans, voilà à peu près ce qui pourrait se passer et pourquoi. Alors bien sûr, nous sommes outillés pour avoir cette démarche. Et nous avons principalement 3 grands outils. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie. C'est donc l'étude de l'évolution de l'être humain, à la fois physique, vous pouvez le remarquer ici, mais aussi sociale. Comment l'humanité a-t-elle évolué? Pourquoi? Dans quel sens? Pourquoi elle a pris telle trajectoire plutôt que telle autre? Nous identifions les grands moments où elle aurait pu diverger, ce que nous appelons des nœuds de futur dans notre jargon. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre cette direction, l'histoire finalement a pris une autre direction. Et pourquoi? La macro-histoire, qui est notre second grand outil, est l'étude des transformations. L'histoire, c'est l'étude des faits historiques. La macro-histoire, c'est l'étude des grandes transformations qui ont lieu au cours de l'histoire. Pourquoi elles ont lieu? Comment? La naissance et la fin des empires, par exemple. Le poids que peut avoir un leader particulier sur l'évolution d'un pays, d'une région ou d'une autre. Vous voyez, c'est exactement ce genre. Nous cherchons on appelle des patterns chez nous, c'est-à-dire des schémas récurrents qui arriveraient au cours de l'histoire, qui nous permettraient de dire dans telle situation, eh bien, il peut se passer tel type de choses. Et enfin, l'anticipation. L'anticipation, je ne vous le cache pas, c'est quand même la partie la plus drôle de l'aventure. L'anticipation, nous avons en fait 2 grandes approches ici, celle qui fait l'objet d'un métier de technique qui est le mien, c'est-à-dire tout ce qui ressort à la fois de la prévision, de la prospective, de ce qu'on appelle aussi le foresight, c'est-à-dire comment collectivement nous choisissons le futur. Et puis une autre partie qui est quand même beaucoup plus drôle, qui est tout ce qui est du ressort de la science-fiction. Alors quand je parle de la science-fiction, je parle de ce qu'on appelle hard science fiction, c'est-à-dire la science-fiction qui est fondée sur des théories scientifiques éprouvées. La plupart du temps, ces ouvrages sont réalisés par des physiciens, par vraiment des spécialistes des sciences, et notamment des théories les plus récentes, et ils mettent en œuvre à travers des récits de science-fiction les hypothèses de développement possibles de ces sciences. Est-ce que certains d'entre vous ont vu 2001, l'Odyssée de l'espace? Oui, pas quand même, ça vous parle. Oui, tous les plus de 50 ans, c'est ça? Est-ce que vous savez quand a été filmé 2001, l'Odyssée de l'espace? 70, 80, 73, années 80. Très bien, 68. Et qu'est-ce qui s'est passé en 69? On a marché sur la Lune. Eh bien, je vous invite à revisiter, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ou à visiter tout court pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ce film tout à fait remarquable, et vous verrez ce que c'est réellement que de l'anticipation. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir décrire quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va exister, puisqu'en fait, la plupart de ce qui est décrit dans 2001, à l'exception malheureusement du monolithe, eh bien, se sont déroulés au cours des 20 ans qui ont suivi. Donc voici à peu près nos 3 grands outils. Et je voudrais maintenant arriver à la partie conclusive, qui est quand même beaucoup plus amusante. Imaginons un instant que nous nous trompions sur le temps.
que le temps ne soit pas ce que nous pensons qu'il est. Imaginons par exemple qu'il ne soit pas ce long fleuve qui nous permet d'échafauder toutes nos suppositions et toutes nos prévisions. Est-ce que vous pensez que ce soit possible? Oui. Ah, c'est bien, on est tout d'âge, je vous dis. Très tout d'âge. Et vous avez raison, et la première raison, elle nous a été évoquée brièvement par monsieur le cosmologiste, Jean-Philippe Usan, c'est le fait que nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes que des êtres humains. Ça veut dire que notre temps d'expérimentation est extrêmement court. Notre vie est brève. Quand il nous faut mesurer le temps à des échelles cosmologiques, ça nous est littéralement impossible. Nous avons des ressources limitées, ne serait-ce que technologiques ou scientifiques, qui ne nous permettent pas d'aller appréhender réellement ce qu'est le temps. Nous forgeons des hypothèses mathématiques qu'un langage donné essaye de valider, mais nous voyons bien qu'en réalité, le temps pour nous n'est jamais qu'un paradigme. Un paradigme, c'est-à-dire une vision communément partagée par un groupe social à un moment particulier de l'histoire. Dans les sociétés premières, le temps, par exemple, est conçu comme un cycle. On imagine que c'est toujours le même volume de personnes qui meurent, se réincarnent, renaissent dans des bébés, et à nouveau vivent ainsi, puis meurent, puis se réincarnent, etc. Dans le langage même, le verbe ne se conjugue pas au futur. Et il n'y a aucun mot pour décrire le futur. Il n'y a que le passé et le présent. L'Antiquité a apporté une révolution intellectuelle fondamentale, notamment en concevant le temps comme ouvert. Désormais, le temps n'est plus qu'une succession de grands cycles. Les cycles de décroissance, de croissance, rise and fall. Ces cycles, vous en connaissez sûrement quelques-uns. Dans votre métier, vous n'avez pas de cycle? Non? Cycle produit. Autre chose, peut-être en termes de théorie économique, il y a quelques économistes dans la salle. Keynes, Kondratiev. Oui, Kondratiev, voilà, le plus grand exemple, effectivement. Le plus grand exemple de cycle, ce sont ces fameux cycles de Kondratiev. Tous les 25 ans, nous serions censés avoir une grande crise, puis à nouveau, période de croissance. Mais plus concrètement, le cycle de l'automobile, je crois, est de 4 ans, celui de la sidérurgie est de 7 ans. Donc vous voyez, cette pensée en termes de cycle, nous l'avons toujours, elle nous a accompagnés tout au long des 2 millénaires écoulés depuis la fin de l'Antiquité. La linéarité occidentale. Tout à l'heure, mes prédécesseurs mentionnaient Saint-Augustin. Saint-Augustin, effectivement, est connu parce qu'à la fin de l'Antiquité, il a été un des premiers à penser ce qu'on appelle aujourd'hui la linéarité occidentale. C'est-à-dire que le temps est une flèche. Vous avez déjà dû entendre ça, vous avez de nombreux scientifiques qui fonctionnent sur cette métaphore. Le temps est une flèche, c'est-à-dire que le temps est cumulatif, on ne peut jamais tourner en arrière. Bien sûr, à une petite échelle, vous avez des hauts et des bas, mais globalement, la grande tendance, c'est que nous ne cessons de croître. C'est la théorie du progrès absolu. Au XIXe siècle, les Américains, en colonisant ce nouveau grand continent, eh bien, ont inventé une nouvelle vision encore du temps. Le temps dit step by step, étape par étape. C'est un temps dans lequel le changement est introduit par la technologie. Le train, la voiture, l'avion, chaque grande technologie disrupte le monde tel qu'il était avant, et il y a un effort pour passer à quelque chose de différent, adaptation, saturation, émergence d'une nouvelle technologie, et on saute à nouveau à l'étape suivante de l'évolution. Aujourd'hui, on va dire dans la fin du XXe siècle, eh bien, nous voyons plutôt le monde du temps comme une spirale. On ne sait pas bien où elle nous emmène, mais elle nous emmène. Vous avez vu derrière Jean-Philippe Usan le visage de Stephen Hawking, considéré comme Einstein quand même des temps modernes. Et Hawking a été le premier à nous dire attention, le temps n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas du tout un temps linéaire, cette flèche blanche qui est là, c'est-à-dire qui va nous permettre de faire des équations gentiment avec la prévision linéaire. Non, non, le temps est exponentiel.
D'où les phénomènes de singularité dont vous avez peut-être entendu parler avec Ray Kurzweil et tous les gens qui sont adeptes de l'arrivée d'une conscience artificielle qui nous relèguerait à la position de seconde espèce sur la planète avec une nouvelle espèce dominante qui serait donc une intelligence artificielle. En réalité, ce qu'on veut dire ici, c'est que nous sommes en train d'incorporer le long de cette courbe de plus en plus de nouveautés. Plus il y a des nouveautés, et plus ce temps devient exponentiel. Alors, vous allez me dire, bon, c'est intéressant, mais pratiquement, vous voyez, lorsque vous êtes un décideur, si vous imaginez qu'à la fin de l'année, vous allez être en point alpha, alors qu'en réalité, vous allez être en point bêta, c'est un petit peu fâcheux pour vos décisions. Alors, je vais rapidement en terminer. Je vous ai présenté la forme du temps jusqu'à présent qui pourrait changer. En réalité, il n'y a pas que la forme, il y a le fond. Einstein nous a montré que le temps pouvait devenir relatif. Il change avec l'espace où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail du temps quantique, et ce serait particulièrement intéressant parce que là encore, dans un temps quantique, il peut arriver absolument n'importe quoi demain, puisque en un seul moment de l'espace et du temps, toutes les possibilités sont retenues. Donc il peut absolument tout se passer. Et enfin, la notion de temps toxique. Le temps toxique, c'est celui que nous avons impulsé, que nous avons créé du fait de la complexité que nous ne cessons de générer. Et à un moment donné, il y a tellement de complexité que nous n'avons plus le temps de rien faire, nous n'avons plus le temps d'agir sur le temps lui-même. Et à ce moment-là, le temps devient toxique pour nous, humains. Et ce sont les théories de l'effondrement, notamment de Jared Diamond. Alors je voudrais ouvrir une porte vers d'autres temps, ou d'autres rapports de l'humain avec le temps. Et notamment le fait que, vous savez qu'en 2015, nous avons identifié le gène de la sénescence, le gène du vieillissement. Et si nous le bloquions, quel impact sur notre temps? Vous êtes dans le monde de l'informatique, l'intelligence artificielle, les systèmes experts, vous connaissez. Demain encore, ces systèmes prendront une place croissante. Ils vont nous libérer du temps. Nous, humains, aurons plus de temps pour faire des choses que la machine fera à notre place. Et là, nous allons être dans l'inverse. Nous allons gagner du temps. Nous allons obtenir du temps, générer du temps. Et puis enfin, le temps des supercordes. Vous savez, le temps quantique nous propose l'idée de multivers, c'est-à-dire des univers, un parallèle. Eh bien, imaginons qu'un jour, nous, êtres humains, ayons la possibilité de sauter d'un univers à un autre. Que chaque fois que vous prenez une décision, finalement, cette décision n'est pas grave, puisque dans un autre univers, l'inverse de votre décision s'est produit. Et vous vivez pleinement l'entièreté de tous vos choix et non-choix. En réalité, la seule chose qui nous intéresse, vous le voyez, c'est notre temps à nous. Ce n'est pas le temps subjectif, le temps objectif, pardon, du cosmos, c'est notre temps subjectif à nous humains. C'est comment nous sommes capables d'influer le temps et ce faisant, de forger notre propre futur. Merci de votre attention. Merci Fabienne. Top, on peut le dire, Interpro et Fabrice Buffon. Bravo, merci Fabienne.